elle est grosso modo à 0. 0, 1 degré. Après, on devient un iceberg. Si vous êtes au pôle Nord, vous avez une densité d'eau qui est de 1025, 1026 même, grammes par litre. Si au contraire, et votre température extérieure d'air, elle est grosso modo, on va dire, à 0. Vous naviguez vers le bas, vous arrivez à l'équateur. Vous avez une température qui est de moyenne de 32-33 degrés, une température d'eau de mer qui est de 29 degrés, et disons, vous avez une densité de l'eau qui est aux environs de 1022-1023, et vous avez aussi un facteur que j'ai oublié de mentionner, c'est la viscosité cinématique. C'est en fait le problème de l'huile qui lubrifie votre moteur. Si vous avez une viscosité qui est très forte, ben, le coefficient de frottement de la pale sur l'eau sera plus fort que si vous avez une viscosité qui est très faible. Donc, j'ai écrit ce programme exprès parce qu'il suffit de rentrer la latitude et tout ça va se calculer automatiquement. Et donc, par exemple, si je fais une latitude à 0, on va dire, j'obtiens une chute de rendement qui est de 6%, à des températures qui sont encore faibles. Mais si je descends, j'augmente ma température à 40 degrés, j'aurai une température machine qui va approcher les 50 degrés, à moins d'avoir des ventilos super puissants ou même des réfrigérants. Sur certains bateaux militaires, on installe même des réfrigérants d'air extérieur. Et ça va permettre de moins perdre en rendement, mais enfin, vous avez une perte de rendement importante. Un exemple, vous prenez un pétrolier qui fait Marseille-Abu Dhabi, il reste 15 jours à Abu Dhabi, entre les concrétions qui sont sous la coque et les températures qu'il fait là-bas, il a perdu à peu près 12 à 13% de la vitesse du navire et il va consommer 15% de plus de gasoil sur le trajet du retour. Ah, c'est pas rien, parce que ça tête les moteurs. Donc, ce que vous voyez à droite, là, c'est le graphique de l'enthalpie qui va vous situer exactement par rapport à une température extérieure. Par calcul, on va calculer la température moyenne de l'eau de mer. Et ça va vous donner, par rapport au taux d'humidité relative de l'air, bon, on sait très bien que quand vous êtes à l'équateur, ben vous êtes à 90% d'humidité relative, minimum. Et donc, c'est très important de savoir où va finir le bateau sur lequel vous travaillez. Est-ce que c'est un bateau qui navigue toute l'année en Bretagne? Est-ce que c'est un bateau qui navigue toute l'année en Méditerranée? En Méditerranée, vous pouvez compter, allez, 2% de puissance en moins toute l'année, en puissance moyenne. En Bretagne, ça va. L'enthalpie, c'est idéal. Quand vous êtes à Douarnenez, par exemple, vous aurez une enthalpie de 1% dans le pire des cas, en plein été. En plein hiver, vous êtes parfait. Vous serez dans les conditions du motoriste. Pourquoi? Parce que j'ai été responsable de bande d'essai, je peux vous en parler. On cadre les moteurs pour une température de 20 degrés, température d'air, température d'eau 20 degrés, du circuit de refroidissement. Et donc, du coup, rendement, c'est la fiche constructeur qui compte. Mais en fait, quand il est sur le bateau, c'est plus du tout pareil. Parce que la puissance que vous avez sur le bateau, elle est... déjà, il faut déduire l'enthalpie, mais après, il faut déduire les pertes. Parce que la puissance constructeur, c'est en général net au volant. Mais la puissance réelle disponible à l'hélice, voyons voir qu'est-ce qu'il nous reste. Moins 3,5% pour tous les inverseurs hydrauliques aujourd'hui dans le monde, que ce soit ZF, Twin Disc, Nippon, machin, il faut enlever 3,5% pour pouvoir coller les disques. Vous avez les pertes dues aux lignes d'arbres,
la ligne d'arbre et son hélice, elle a un poids, et vous avez des paliers. Donc, les frottements sur les paliers, le poids de la ligne d'arbre, vous pouvez compter 0,5% de perte de puissance par palier. Donc, 2 paliers, ça fait 1%. 3,5% plus le 1% du palier. Voilà. Et donc, enthalpie plus perte de rendement due au frottement et aux efforts, ben, vous pouvez grosso modo enlever 10% sur la puissance. La puissance nette qui vous reste à l'hélice, c'est en moyenne, des fois moins, mais en moyenne, vous pouvez prendre 10% d'enlever pour pouvoir calculer une hélice qui soit la bonne. Sans quoi, qu'est-ce qui va se passer? Vous calculez l'hélice sur la pleine puissance constructeur. Comme vous ne l'avez pas, votre hélice elle est trop forte, il vous manque des tours. Quand il vous manque des tours, vous consommez plus de gasoil, le moteur chauffe. Qu'est-ce qui se passe quand ton moteur chauffe? Il se passe que les moteurs turbo modernes, on a fait du downsizing. Ça veut dire qu'on vous donne des chevaux, mais il faut tourner plus vite. Si vous bridez le moteur, vous ne tournez pas plus vite. Du coup, c'est catastrophique parce que vous injectez du gazole qui est brûlé en partie, mais pas en totalité. Conclusion, vous consommez, vous polluez, vous abîmez votre moteur parce que tout le gazole qui n'est pas brûlé, et c'est des problèmes de segmentation qui vont se créer. Et donc, voilà, ça veut dire il va falloir agir pour réparer tout ça. C'est pour ça que dans quand Paul vous parle de l'enthalpie, moi je vous ai parlé dans la méthodologie de l'essai dynamique, où je vous demande en termes de métrologie de relever toujours les températures d'air environnantes, la température de l'eau de mer en entrée, la température de l'air en tenant compte de la vitesse de déplacement de l'air avec l'anémomètre au niveau des colonnes d'admission d'air moteur, ainsi que la température, la tête du filtre à air. On est pleinement dedans. C'est pour ça que les motoristes définissent des seuils de température maxi à ne pas dépasser sur les têtes de filtre à air, pas en environnement, sur la tête du filtre à air. Si les souvenirs sont bons, Yann Mars, ça devait être dans les 32 et quelques degrés. Et c'est pour ça que sur les navires grande plaisance, vous avez les blowers et vous avez les fans pour pouvoir maintenir une température d'air salle des machines qui soit la plus propice pour éviter qu'une motorisation soit en surcharge. J'ai dit. Ce que vous voyez en dessous, ce graphique, c'est un petit programme que j'ai écrit en utilisant les équations de Blount et Barthé. Et ça permet de savoir en fonction de la vitesse et en fonction du poids, le point rouge va nous dire par rapport à ces lignes quel est le meilleur moyen de propulsion pour le bateau. Quand le point rouge il est en dessous du vert, de la ligne verte, c'est l'hélice conventionnelle qui sera la meilleure. Il n'y a pas à tourner. Quand le point rouge sera dans cette zone bleue supérieure, ça sera incontestablement l'hydrogène qui sera la meilleure formule. Et quand le point rouge sera à cheval ici, vous pourrez choisir ou l'hydrogène ou l'hélice de surface. Alors pourquoi l'hélice conventionnelle, elle ne peut pas aller ici? Ben, regardez la vitesse. Au-delà de 30 nœuds, on sait très bien qu'il y a le risque de cavitation. Et que c'est la cavitation qui va vous limiter le rendement. Donc, autant utiliser le bon moyen de propulsion. Donc, si... Excusez-moi, juste j'avais une question pour revenir à ce que vous disiez. Donc on a une perte moyenne de 10% entre la sortie moteur et l'arrivée à l'hélice. Ouais. Vous parlez de tous les types de transmission, que ce soit la ligne d'arbre, le Z-Drive, etc. Ou il va y avoir des différences? Non, il y a pratiquement pas de différence.